Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai encore une fois le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon relative à la théorie de la co-intégration et en particulier au test de Johansson. Le test de Johansson, nous l'avons déjà précisé, s'inscrit dans la continuité du premier test de co-intégration qui a été introduit par Engel et Granger dès 1987. Et la leçon d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la leçon précédente, mais où on va proposer un raffinement de l'analyse entre l'indice boursier américain, le S&P 500, ses rendements et le taux d'intérêt à 10 ans. Je rappelle que la leçon précédente, nous avons analysé cette relation sur un échantillon de données qui s'est allé de 1990 jusqu'à 2019. Et donc, c'était un échantillon de données qui s'élevait à 356 données. Et donc, nous étions arrivés à la conclusion selon laquelle les trois variables étaient liées par une relation de long terme, une relation d'équilibre qu'on appelle la relation de co-intégration et que nous avons représentée par le graphique suivant. Et lorsqu'on a discuté de cette relation, nous nous sommes aperçus qu'au fait, si vous voulez, la ligne rouge qui a une valeur de 0 représente la relation d'équilibre. On voit bien qu'il y a des déplacements de part et d'autre de cette ligne 0, la relation d'équilibre, mais que à cause de la crise subprime de 2008, la crise a été tellement violente, le choc qui s'est abattu sur les marchés financiers à la suite de la crise subprime a été tellement violent qu'il est probable que la relation qui reliait les trois variables soit rompue ou ait été rompue. Et donc, la leçon précédente, nous avons dit peut-être il est pertinent, si on veut vraiment appréhender la dynamique de la relation entre ces trois variables, de travailler sur des sous-échantillons. Autrement dit, on va prendre le premier échantillon juste avant la crise, donc on va aller jusqu'à, on va dire, jusqu'au mois de décembre 2007, juste avant l'éclatement de la crise 2008, et ensuite, on va analyser la relation à la sortie de crise, parce que on a dit que c'est une rupture structurelle et que probablement ça va affaiblir l'inférence statistique qu'on peut faire à partir des résultats des tests de Johansson, qui, je le répète, est un test de co-intégration linéaire. Le test de Johansson est un test de relation de co-intégration linéaire. Et nous avons également dit que la rupture structurelle pouvant exister dans la relation va nous amener vers un cadre non linéaire pour analyser la co-intégration. Donc, nous avons dit qu'avant d'aller dans ce cadre non linéaire, il est recommandé de le faire, il faut quand même essayer de voir un peu comment évolue cette relation sur des sous-échantillons de données. Et c'est ce qui motive notre leçon d'aujourd'hui, qui est une extension de ce que nous avons vu précédemment. Et donc, au fait, on va couper l'échantillon en deux. Donc, on va travailler sur le premier sous-échantillon qui prend fin au mois 12 de l'année 2007. Et donc, juste avant la crise subprime, et notre échantillon de données va avoir une taille de 216. Et donc, nous allons nous concentrer sur cette période historique pour éviter la rupture structurelle probable, éventuelle et quasi certaine qui a été causée par la crise du subprime qui s'est déclenchée en 2008. Et donc, je commencerai comme toujours
par l'étape 0, que j'appelle l'étape 0. 1, transformation logarithmique des données pour en stabiliser la variance. 2, représentation graphique pour voir un peu la dynamique et l'évolution au cours du temps de ces trois variables. Et donc, dans le premier graphique, j'ai superposé l'indice S&P 500 avec la série des rendements. Et dans le deuxième graphique, j'ai présenté la dynamique du taux d'intérêt obligataire à 10 ans aux États-Unis. Et donc, on voit bien que les deux variables S&P et ses rendements, ils partagent à peu près ce qu'on appelle une tendance commune, de common trend. Et donc, il évolue au cours du temps de façon quasi similaire, mais même si parfois le lien semble s'affaiblir ou la distance qui sépare les deux variables ne garde pas la même l'écart qui sépare les deux variables ne garde pas la même distance au cours du temps, mais toujours est-il que il y a un lien et le lien il est d'abord économique parce que c'est les actifs, les 500 actifs qui composent le S&P 500 qui vont générer des rendements et donc par l'économie il y a un lien entre les deux variables et puis il y a le taux d'intérêt qui lui il y a d'autres comment dirais-je d'autres facteurs qui peuvent expliquer sa dynamique. Il y a la politique monétaire, il y a les perspectives de croissance économique, les perspectives les perspectives d'inflation, le taux de change du dollar. Il y a plusieurs autres variables, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va prendre cette variable et on va voir comment elle va interagir avec le S&P 500 et ses rendements. Et donc, la première étape, comme d'habitude, lorsqu'on commence une analyse de co-intégration, il faut d'abord tester la stationnarité des variables. Ce que nous avons fait ici en faisant appel au test conventionnel de Dickey-Fuller. Et donc, on voit bien, si on prend le troisième modèle, il n'y a ni constante ni tendance, que globalement, ce test, malgré ses faiblesses, il arrive à la conclusion selon laquelle les trois séries temporelles que nous sommes en train d'analyser sont non stationnaires, ils contiennent dans leur structure une racine unitaire et donc ils sont intégrés d'ordre 1. Et donc, nous sommes autorisés à tester la co-intégration entre les trois variables en mobilisant le test de Johansson. Et donc, le test de Johansson va répondre à la question très simple, existe-t-il une combinaison linéaire entre les trois variables qui va être stationnaire? C'est-à-dire, nous avons trois variables intégrées d'ordre 1 et le fait de faire une combinaison linéaire entre les trois, on va obtenir E0, ça veut dire une composante stationnaire. Et donc, si vous voulez, c'est l'objectif de ce test. Et naturellement, comme je reprends le théorème de représentation de Granger, on dit les séries co-intégrées, les séries temporelles co-intégrées, ils ont une représentation VECM. Et donc, il y a une équivalence entre présence de co-intégration et écriture se forme d'un modèle VECM. Et donc, au fait, une fois avoir établi leur intégration d'ordre 1, et on doit effectuer le test de Johansson, mais l'étape préalable consiste à en définir le retard. Parce que comme le test de Johansson se déroule dans un cadre du modèle vecteur-autorégressif, et donc dans la modélisation vecteur-autorégressive, il faut toujours définir les retards. Et nous avons toujours dit que le VECM, c'est un modèle VAR contraint. Et la contrainte, c'est quoi? C'est la relation d'équilibre qui oblige toutes les variables à avoir des dynamiques divergentes à court terme, mais convergentes vers la relation d'équilibre à long terme. Et donc, on doit impérativement définir le nombre de retards qui nous permettent d'effectuer le test de Johansson, parce que ça va nous permettre après d'estimer le modèle VECM. Et donc ici, si vous voulez, si je prends les trois critères d'information les plus largement utilisés dans les études empiriques, on voit bien que le Schwartz et le Allen Quinn, ils définissent deux retards.
Et nous avons l'ACAIC est défini un nombre de retards s'élevant à 4. Et comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on a un échantillon qui n'est pas suffisamment large, là on est aux alentours de 200 données, on va ici, on a une préférence pour le critère d'ACAIC, ceci d'un point, le premier point. Et deuxième point, hier, lorsqu'on a fait les tests sur les résidus du modèle VOCM, on s'est aperçu qu'il y avait un peu d'autocorrélation dans le résidu, il y a une très forte hétérocytacité. Et donc ça prouve qu'on n'a pas pris suffisamment de retard pour corriger l'autocorrélation. N'oubliez jamais que plus on rajoute des retards de variables explicative, plus on va avoir de chances de corriger l'autocorrélation. Et donc, je vous propose de retenir le retard 4 pour effectuer notre analyse empirique d'aujourd'hui. Et donc, ensuite, une fois avoir défini le nombre de retards, on peut déployer le test de Johansson. Mais deuxième question à laquelle il faut répondre, une fois avoir défini le retard, quel modèle choisir pour effectuer le test de Johansson? Et donc là, on parle de la composante déterministe du modèle VECM. Et donc, nous l'avons déjà expliqué. Nous avons 5 cas qui décrivent les options possibles que peut prendre cette composante déterministe. Et donc, comme on l'a défini ici, nous avons dans la colonne, la colonne où il y a les données en niveau, ça veut dire les séries temporelles brutes qu'on n'a pas encore transformées. Et là, c'est la relation de cointégration. Et donc, au fait, soit nous avons des données qui contiennent pas de composantes de trend déterministes, soit on a des composantes, des séries temporelles qui contiennent de leur structure une tendance linéaire, soit nous avons des structures, des séries temporelles qui contiennent de leur structure des tendances quadratiques. Et puis, sur la relation de cointégration, pas de constante, on rajoute une constante et puis on rajoute un trend linéaire. Et donc, on voit du modèle le plus simple vers le modèle le plus complexe dans sa structure. Et nous avons également dit que le premier modèle et le cinquième modèle sont rarement rencontrés dans la réalité empirique. Ça peut exister, mais c'est vraiment des processus très rares. Et par conséquent, on va concentrer nos efforts sur le deuxième modèle, le troisième modèle et le quatrième modèle. Et donc, au fait, ici, si je veux analyser ces trois modèles, je vois que selon le test trace, il y a une relation de cointégration dans les trois cas, mais le test de la valeur propre maximale, il dit que dans le deuxième cas, il y a zéro relation, et dans le quatrième modèle, il y a zéro relation de cointégration. Ben, je vous répondrai par dire la chose suivante. Nous avons déjà dit, s'il y a un conflit entre les résultats du test trace et du test de la valeur propre maximale, préférez toujours le test trace parce qu'il a plus de robustesse. D'accord? Et donc, nous, on va se concentrer sur le résultat de trace. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle ici, c'est que dans le cinquième cas, même si c'est un cas évité, il nous dit quand même qu'il y a possibilité de présence de deux relations de cointégration. Et donc là, on va se poser la question. Deux relations de cointégration, d'abord, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'au fait, comme nous avons trois variables, donc il peut exister 3 moins 1 relations de cointégration. Je répète, lorsque vous avez un nombre de variables analysées n, il y a possibilité d'avoir n moins 1 relations de cointégration. Et donc ici, nous avons 3 variables. Il est possible que les 3 variables soient reliées entre elles par une seule relation de cointégration, mais il est possible qu'elles soient reliées entre elles par 2 relations de cointégration, et donc c'est 2 à 2. Donc 2 à 2. Donc il y a une seule variable qui a 2 relations avec les deux autres variables. Il n'y a pas de lien entre deux. Il y a 2 variables qui n'ont aucun lien, et puis il y a une variable qui a le lien avec les deux. Et donc, il peut y avoir 2 relations de cointégration 2 à 2.
vous allez comprendre pourquoi je fais cette réflexion. Et donc, si vous voulez, on va aller faire le test de Johansson. Et là, je vous présente la totalité du test. Parce que là, j'ai présenté que la première partie où il y a les différentes options relatives à la composante déterministe pour effectuer le test de Johansson. Mais ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Et ça, c'est une partie vraiment, il faut y prêter attention parce c'est une mine d'informations. Et donc ici, ils disent Information Criteria by Rank and Model. Et donc, en fait, on va, sur la base de critères d'information, on va vous dire quel est, selon les critères d'information choisis, quel est combien de nombre de relations de co-intégration et donc quel modèle ces relations peuvent-elles exister. Et donc, naturellement, nous, on ne va pas trop s'attarder parce que nous avons le critère d'information d'Akac et nous avons les critères d'information de Schwarz. OK? Donc, je vais commencer par le plus exigeant qui pénalise le nombre de retards à estimer. Pour lui, il n'y a pas de relation de co-intégration. Donc, c'est zéro. Donc, pour lui, les meilleurs modèles, c'est le modèle 1 et le modèle 2. Et selon le critère de Schwarz, il n'y a pas de relation de co-intégration. Et pour nous, il y a une relation de co-intégration qui s'explique par la théorie économique. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'il n'y a aucun lien entre les rendements de l'indice S&P et l'indice S&P qui génère ces rendements. Donc, c'est un contresens économique. Nous ne pouvons pas dire que le taux d'intérêt à 10 ans n'a aucune influence sur le prix ou la valorisation de l'indice S&P et sur les rendements que cet indice peut générer. Donc, d'un point de vue purement économique, il n'est pas possible d'avoir zéro relation de co-intégration. Donc, il existe au moins une relation, et peut-être deux. Alors, je vais aller chez le critère d'Akac, et ça tombe bien, parce que c'est le critère d'Akac qui nous a aidé à sélectionner le nombre de retards que nous avons établi à 3 pour effectuer notre test de Johansson. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, quelle est l'information que nous donne le critère d'Akac? Alors, pour le critère d'Akac, il y a une étoile ici. Pour lui, le meilleur modèle, c'est un modèle 4. Donc, déjà, il nous a choisi le modèle. Ça veut dire, c'est le modèle où il y a une tendance linéaire dans les séries temporelles et il y a une tendance linéaire dans la relation de co-intégration. Et donc, déjà, pour lui, ce débat, il est clos. Maintenant, combien de relations de co-intégration peuvent exister dans le cadre de ce modèle entre les trois variables? Je répète, combien de relations de co-intégration peut-il exister entre les trois variables dans le cadre de ce modèle 4 sélectionné par le critère d'Akac? Et bien, pour le critère d'Akac, il y a 2 relations de co-intégration dans le cadre du modèle 4. Et donc, c'est pourquoi, si on s'arrête à ces résultats-là, on aura une information partielle, alors que là, lorsqu'on va analyser les choses en profondeur et en mobilisant les critères d'information, en particulier l'Akac et le Schwarz, on peut avoir une très bonne idée sur la dynamique de la relation entre les trois variables. Et donc ici, le critère d'Akac nous dit, pour vous, pour effectuer le test de Johansson, faites-le dans le cadre du modèle 4 et il y a 2 relations de co-intégration. Alors là, il y a une question qui se pose. Lorsque vous dites le modèle 4, je vous le dis dès maintenant, le modèle 4, il se justifie lorsqu'il y a possibilité d'avoir une série temporelle qui est TS. Je m'explique. Le modèle 1 et 2 et 3, ce sont des modèles où les séries temporelles sont certainement des processus DS. Je répète, les 3 premiers modèles pour effectuer le test de Johansson disent la chose suivante: il est impératif que toutes les séries temporelles qui participent à la relation, qui rentrent dans le test, soient des processus DS. D'accord? Et donc, qu'on va stationnariser par différence première, et donc ils sont stationnaires en différence, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils contiennent dans leur structure une racine unitaire. Par contre, et c'est ça l'originalité du modèle 4, il dit il est possible d'admettre qu'une
série temporelle puisse être TS et participer à la relation de co-intégration, savoir participer à la dynamique de long terme. Je répète, pour le modèle 4, il est possible que les séries temporelles qui peuvent participer à une relation d'équilibre de long terme puissent avoir une partie d'entre elles est DS, une autre partie est TS. Et donc, s'il y a une série temporelle qui est TS, ce n'est pas grave qu'il participe à la relation de co-intégration entre deux variables, entre deux ou trois autres variables qui sont DS. Ben, ça tombe bien, parce qu'au fait, lorsqu'on va analyser la série temporelle du taux d'intérêt, et ça c'est connaissance commune, le taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis n'arrête pas de baisser. Il est aux alentours puisque la politique monétaire il est quasiment le taux d'intérêt est quasiment à zéro, donc il ne dépasse pas les 1%, 1,25, etc., malgré une croissance très forte aux États-Unis. Et donc, au fait, on assiste à une décroissance lente, progressive du taux d'intérêt depuis les années 90. Depuis les années 90. Et donc, au fait, en économétrie, on appelle ça une tendance baissière. Il y a une tendance baissière, et comme il n'est pas entrecoupé dans son élan, il s'agit d'une tendance linéaire. C'est une tendance linéaire à la baisse, et donc on peut dire que peut-être que le taux d'intérêt à 10 ans américain est un processus TS, ça veut dire c'est un processus transstationnaire, c'est-à-dire c'est un processus qui est stationnaire par rapport à une tendance linéaire. Donc, il a dans sa structure une composante tendancielle, mais il ne s'agit pas d'une tendance stochastique, c'est-à-dire une racine unitaire, mais d'une tendance linéaire et il est stationnaire par rapport à cette tendance. Et donc, cette composante tendancielle lui permet de rentrer dans une relation de co-intégration avec d'autres variables qui sont LDS. Et donc, au fait, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que le modèle, le test de Johansson, il nous offre cette possibilité, cette opportunité, mais parce que ça existe dans le monde empirique. Il y a plusieurs variables macroéconomiques qui ne peuvent pas, par définition, être non stationnaires parce qu'il y a toujours des interventions des pouvoirs publics pour les maintenir à un certain niveau et par conséquent, ils ne peuvent pas être régis par un comportement similaire à la marche au hasard, à la marche aléatoire. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des interventions, et en particulier ici, la Banque centrale, il joue un rôle central, un rôle clé, un rôle majeur dans la définition des taux d'intérêt à court terme et par conséquent, des taux d'intérêt à long terme et donc celui de 10 ans. Et donc, au fait, ce modèle 4 est un modèle qui nous donne de la souplesse et de la flexibilité qui nous permet de prendre en compte la possibilité que une série temporelle puisse être TS au lieu de DS. Vous allez me dire, mais monsieur, vous venez de tester la série temporelle avec le test de Dickey-Fowler et vous avez montré qu'il s'agit d'un processus DS. Oui, mais peut-être, je me suis trompé, mais ce n'est pas à cause de moi, loin s'en faut, mais c'est à cause du test de Dickey-Fowler. Je vous le dis maintenant. Je passe toute ma vie à dire du bien de Dickey-Fowler, mais il ne faut pas demander à Dickey-Fowler ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, il a des faiblesses. Ce test, il a des faiblesses. Il a des faiblesses. Et la faiblesse fondamentale comment dirais-je, du test de Dickey-Fowler, c'est qu'il a plus de facilité à accepter la racine unitaire que la rejeter, quoi. Donc ça, c'est un problème de faiblesse et donc il n'est pas tellement robuste pour faire des tri entre des séries temporelles qui sont TS et des séries DS qui sont très proches de leur structure, quoi. Et donc, le test de Dickey-Fowler peut commettre une erreur dans la définition de la nature stochastique ou déterministe d'une tendance et donc de la nature des processus générateurs de la série temporelle, mais l'avantage, c'est que le test de Johansson, lorsqu'on va faire l'analyse multivariée, lorsqu'on va tester la présence de relations de co-intégration, il va corriger, il va rattraper le manque de puissance du test de
décaffoleur parce qu'il nous offre cette possibilité à travers le modèle 4. Et ça, c'est une vraie originalité du test de Johansson. C'est un des avantages du test de Johansson. Ça veut dire la composante déterministe nous offre plusieurs possibilités pour analyser la co-intégration entre des variables macroéconomiques ou financières. Et donc, si je veux déployer le test de Johansson, donc j'ai sélectionné le modèle 4 ici, et le retard, c'est 3. Et là, il faut impérativement, parce que je vais cliquer ici sur OK, et lorsqu'il y a une nouvelle boîte de données qui va s'ouvrir, il faut absolument préciser ici que nous sommes bien dans le cadre du modèle 4 et nous avons deux relations de co-intégration. Deux relations de co-intégration entre les séries temporelles 2 à 2. Et par conséquent, si vous ne le faites pas, ben lui, par défaut, il va vous mettre co-intégration 1, il va vous choisir le modèle 2 ou 3. Et donc, j'ai dit, jamais, ne laissez jamais un logiciel choisir des valeurs par défaut pour vous. C'est vous qui êtes à la manœuvre et donc c'est vous qui allez lui demander que vous êtes à la recherche de deux relations de co-intégration dans le cadre d'un modèle 4 comme spécification de la tendance de la composante déterministe pour effectuer le test de Johansson. OK? Alors, si vous voulez, je vais jeter un coup d'œil sur les deux relations de co-intégration. Donc, vous avez la première et la deuxième. Ben, les deux, si vous voulez, ils sont quasi similaires parce qu'il y a la même dynamique qui est en œuvre. Alors ici, vous êtes la relation ici, ce point-là, il met en évidence la crise obligataire de 1994 qui a eu lieu à la suite d'une augmentation des taux d'intérêt par la Fédérale Réserve, qui a provoqué le la crise du Mexique en 1994, et donc ça a provoqué un grand choc pour la relation de co-intégration, qui est les trois variables. Et puis ici, c'est les sommets atteints par le S&P en avril 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Puis là, vous avez la correction très violente qui a duré jusqu'à 2003 des marchés. Et puis, le marché est reparti. Et là, on commence les balbutiements de la crise de 2008 qui s'est senti sur les marchés financiers à partir de 2007. Et donc, vous voyez que la relation de co-intégration elle est stable autour de cette ligne rouge qui est la ligne d'équilibre. Donc, elle est stable. Donc, en fait, vous voyez que ça traverse de part et d'autre la ligne 0, mais ça revient toujours vers cette ligne. Il y a toujours ce retour, cette dynamique de retour vers la relation de l'équilibre. Et donc, on voit bien ici que il y a bien, à travers ces représentations graphiques, deux relations d'équilibre, deux relations de long terme entre les variables 2 à 2. Alors maintenant, on va estimer notre modèle VECM dans le cadre de ce modèle 4. Et donc, j'ai la sortie de mon logiciel, je l'ai partagé en deux. Ça veut dire on est sur la même colonne, les mêmes colonnes, mais là, j'ai mis la première partie puis la deuxième partie. Donc, il faut le lire comme ça. C'est pourquoi j'ai mis la flèche. Ça veut dire ça continue vers ici. Donc, si vous voulez, ici, vous avez cette composante-là, c'est l'équilibre de long terme. Donc, vous avez la première relation d'équilibre et la deuxième relation d'équilibre. Et donc, on voit bien ici qu'il y a, lorsqu'on a fait l'hypothèse qu'il y a une tendance linéaire dans la relation de co-intégration, on voit bien qu'on a bien fait de le faire parce que là, vous voyez que c'est significatif. Là, le testat 2,13 et là, le testat 3,54, ça veut dire c'est une hypothèse qui est valide. Et, on a bien fait de choisir le modèle où il y a une tendance linéaire dans le modèle, dans la relation de co-intégration. Alors ensuite, vous avez c'est le modèle VECM. Donc vous avez cette composante que sont représentées par tous les retards des variables qui interagissent entre elles dans le cadre dans le cadre du système VAR, si vous voulez, avec le retard respectif. Là, c'est les rendements retardés -1, -2, -3. Là, c'est la différence des prix retard -1, -2, -3. Et là, c'est la différence
des taux d'intérêt moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, ça nous rappelle un modèle VAR. Et là, le modèle VAR contraint. Et la contrainte, c'est quoi? Ce sont les deux relations d'équilibre. Vous avez la première relation d'équilibre et la deuxième relation d'équilibre. Je vais revenir pour faire le commentaire de ce résultat. Mais au préalable, je vais essayer d'exprimer le modèle que je viens d'estimer par des équations, tout simplement. Et donc ici, nous venons d'estimer un modèle VECM avec un retard 3. Ça veut dire, au fait, ici, c'est ce que je viens de vous présenter ici. Ça veut dire que vous avez 3 retards, donc K égale à 3. Et donc, cette partie-là, c'est la dynamique de court terme, c'est le modèle VAR qu'on vient de présenter ici. Ça, ce sont les résidus qui sont supposés des bruits blancs. Et là, vous avez la dynamique de long terme, ça veut dire les relations de co-intégration. Donc là, dans la première équation, nous avons la première relation qui lie comment dirais-je, qui lie les rendements au taux d'intérêt de 10 ans, avec bien sûr une tendance linéaire de la relation de co-intégration. Et là, dans les deux autres équations, vous avez la deuxième relation de co-intégration qui est le lien qui consiste en lien de long terme, la relation de long terme qui lie le prix, ça veut dire l'indice S&P 500 et le taux d'intérêt à 10 ans, bien sûr, avec une tendance linéaire. Et donc, si vous voulez, vous avez les deux relations de co-intégration, ok, avec leur coefficient. Et ça, c'est les coefficients. Nous avons dit qu'ils doivent être de signe négatif et significatif pour montrer qu'il y a comment dirais-je, un mécanisme de retour à la relation d'équilibre à la suite d'un choc. Et donc là, vous avez la dynamique de court terme qui est le VAR, mais comme c'est un VAR contraint, on va lui rajouter dans les équations, on va rajouter les relations de long terme, ça veut dire la relation de co-intégration. Et donc, si c'est un modèle VAR, les déviations, les mouvements des variables vont s'y fluctuer de façon désordonnée. Il y aura une grande liberté des mouvements de court terme entre les variables, mais lorsqu'il y a la contrainte de long terme qui est incorporée dans les équations, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'ils sont contraints, les trois variables sont contraints de ne pas s'éloigner trop de la relation d'équilibre, ils vont s'en écarter, mais il y aura toujours une force de rappel qui va les ramener vers la relation d'équilibre, ce qu'on appelle le mécanisme de correction d'erreur. Et donc, on voit bien ici qu'on est dans un cadre vectoriel de correction d'erreur. C'est pourquoi on parle de VECM, modèle de correction d'erreur vectoriel, parce que nous avons un vecteur, nous n'avons pas une seule variable, nous avons un vecteur de variables, un vecteur de paramètres et de coefficients. OK? Et donc, si je veux analyser les deux relations de co-intégration, vous avez la première, et donc nous avons déjà parlé de la normalisation. Donc là, le coefficient du rendement du S&P 500, il est normalisé à 1. Et donc la première relation, il relie les rendements au taux d'intérêt, naturellement avec la composante tendancielle, la tendance linéaire. Et la deuxième relation de co-intégration, vous voyez là, il met 0, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans la relation. Plutôt, celui qui a le coefficient 1 à la suite de normalisation, c'est celui qui va participer à la relation de co-intégration. Et donc, c'est le lien entre le prix et le taux d'intérêt, et naturellement avec la tendance linéaire. Et on voit bien ici que les testats 3,43 significativement différents de 0, ce coefficient qui s'élève à 4,90. Et ici, vous avez 4,39, strictement supérieur à 1,96, supérieur à 1,96. Et donc, vous avez ici le paramètre, le coefficient signification de 0, il s'élève à 24. Donc, il y a significativité des paramètres et il y a bien une relation les deux relations de co-intégration. Donc, la première, elle est entre les rendements et les taux d'intérêt, et la deuxième, c'est entre les prix et le taux d'intérêt. Donc, il y a bien deux relations de co-intégration. Alors ensuite, donc ça, c'est les relations de long terme. Maintenant, la dynamique de retour vers l'équilibre, ça veut dire la correction
de l'erreur, les termes de correction d'erreur. Donc, vous avez ici, par exemple, vous avez la différence des rendements. Il va participer à la première relation de co-intégration parce que le signe il est négatif et puis le testat moins 2,26 en valeur absolue supérieure à 96, donc il y a une significativité. Et le prix, lui, il va participer à la deuxième relation de co-intégration. Vous avez le signe il est négatif et puis vous avez le testat en valeur absolue, c'est 3,23, strictement inférieur à 96, donc c'est négatif et significatif. Et puis vous avez le taux d'intérêt à 10 ans en différence qui va participer à la deuxième relation de co-intégration et donc il est du signe négatif et puis il a un testat en valeur absolue qui s'élève à 2,90, strictement supérieur à 96. Et donc, en fait, on va retrouver cette écriture. Ça veut dire, vous avez comment dirais-je, la différence première des rendements du S&P qui va participer, dans son équation, il va contenir la première relation de co-intégration. C'est le mécanisme de correction d'erreur pour cette variable. Et puis, les deux autres variables, ça veut dire la variation, la différence des S&P 500 et la différence des taux d'intérêt. Eux, ils auront dans leurs équations la deuxième relation de co-intégration. Et donc, si vous voulez ces paramètres-là, oméga E, oméga P, oméga R, ce sont les paramètres qui doivent être négatifs et significativement différents de zéro. C'est ce que nous avons ici. Donc, négatif, négatif, négatif et significativement de zéro. Donc, ça, c'est oméga 1, oméga 2, oméga E, oméga P et oméga R. OK? Et ensuite, donc, si je veux définir cette dynamique de long terme, je vais juste prendre les données assorties les sorties, je vais juste les exprimer sous forme d'équation. Donc, nous avons la première relation de co-intégration qui relie les rendements du S&P et les taux à 10 ans. Et donc, on a bien que les rendements du S&P 500, ils ont un lien, comment dirais-je, ils ont une tendance négative, dans leur relation avec le taux d'intérêt à 10 ans. Et on voit bien que le taux d'intérêt il a un paramètre moins 4,90. Ça veut dire au fait lorsque le taux d'intérêt augmente de 1%, les rendements ils vont baisser de 4,9%. Je répète, lorsque les rendements, parce que c'est une élasticité, comme on est en logarithme, donc on peut faire l'analyse en pourcentage. Et l'analyse de la corrélation en pourcentage. Et donc, lorsque le taux d'intérêt à 10 ans augmente d'un point, 1%, les rendements ils vont baisser de 4,9%, les rendements du S&P. Maintenant, la deuxième relation de co-intégration, là aussi, il y a une composante, il y a une tendance linéaire baissière parce qu'il y a le signe négatif ici. Et ce qui nous intéresse, c'est le coefficient de corrélation, bien l'élasticité entre le taux d'intérêt à 10 ans et le prix du S&P. Et donc là, comme il y a le paramètre, le coefficient il a un signe négatif, ça veut dire au fait que le lien il est négatif. Ça veut dire lorsque le taux d'intérêt augmente d'une seule unité, 1%, le prix du S&P va baisser de environ 25%. Ça veut dire qu'il y aura une correction de 25% de la valeur. Donc, ça montre l'extrême sensibilité de l'indice S&P à la variation, à la moindre variation de taux d'intérêt à 10 ans, comparativement au rendement qui a une sensibilité, mais il est moindre, mais parce qu'il y a un canal de transmission, les rendements ils vont impacter le S&P. Donc, le S&P, lorsqu'il va baisser, on va délivrer moins de rendement et donc il y aura moins de rendement et c'est logique. Alors, si vous voulez, pour bien analyser ce mécanisme de correction d'erreur, donc comme je viens de vous en parler, nous avons les paramètres, les coefficients
de ces termes de correction d'erreur, parce que ça, c'est la correction de l'erreur, c'est la relation d'équilibre. Donc, il y a une correction. Et donc, pour avoir les coefficients de ces termes de correction d'erreur, et là, c'est vectoriel, hein, il y a un vecteur de correction d'erreur. Et donc, si vous voulez, nous avons les valeurs de ces paramètres qui sont toutes négatives. Ça va nous donner une idée sur la dynamique de l'ajustement. Et bien, justement, lorsqu'on va faire le calcul, ça veut dire à la suite d'un choc, les variables vont prendre combien de temps pour accomplir l'ajustement et revenir vers la relation d'équilibre. Donc, l'ajustement, il va se faire progressivement, partiellement, par pas de temps, et à un certain moment, on va corriger la totalité de la déviation, la totalité il y aura la correction totale de l'erreur. OK? Et donc, si vous voulez, pour les rendements, ça demande quand même 85 mois pour l'ajustement vers la relation d'équilibre. Ça dure 85 mois pour les rendements. Pour les rendements, c'est à peu près 7 ans et 1 mois. Pour les prix, c'est 86,43 mois, c'est à peu près 7 ans et 2 mois. Et pour les rendements, ça dure 6 ans. Les rendements à 10 ans, ça dure 6 ans et 8 mois. Et donc, on peut conclure, oh là, il nous faut 7 ans environ pour corriger la déviation qui a été causée par un choc aléatoire. Et donc, on peut dire que, bien sûr, il y a des ajustements, et c'est une bonne nouvelle, il y a toujours un retour vers la relation d'équilibre, mais ces ajustements, ils se déroulent à une vitesse très, très lente. Et donc, la correction d'erreur va durer environ 7 ans. Ça dure 7 ans. Et donc, pour les économistes, ils savent ce que c'est que 7 ans. 7 ans, c'est le cycle de Juglar, c'est le cycle économique de Juglar. Et pour le récit biblique, c'est les 7 années de vache grasse et les 7 années de vache maigre. Et il est établi qu'aux États-Unis, les économètres le savent, que le cycle économique américain, il dure, depuis l'article fondateur de Burns Mitchell, il dure environ 8 ans, ou bien 30 trimestres. OK? Et donc, c'est connaissance commune. Et donc, en fait, ici, ça montre quand même que l'ajustement prend du temps et donc, il dépend du cycle économique, tout simplement. Bon, alors, je vais vous parler de la dynamique de court terme, comme on vient de dire. Donc, il y avait l'équation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, la dynamique de court terme, on vient de l'originalité du modèle VECM, c'est que dans sa structure, il va décrire la dynamique de long terme, ça veut dire les relations d'équilibre, relations de co-intégration et le mécanisme de retour à cet équilibre, mais il va décrire en même temps la dynamique de court terme, et donc c'est ce qu'on appelle communément le VAR. Donc le VECM, je le répète, c'est toujours un VAR contraint, et la contrainte, c'est la relation d'équilibre entre les variables. Et donc ici, vous voyez qu'on va exprimer la différence des rendements par rapport à ces valeurs passées et les valeurs passées des autres variables qui participent à la relation, à savoir le S&P et le taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, c'est la même chose pour les variables. Donc, il n'y a rien à dire pour analyser la significativité. Donc, pour voir, par exemple, la pertinence des retards 3, vous voyez que le taux d'intérêt, même au retard 3, il a un T-stat 2,13, il est significatif. D'accord? Et donc, pour montrer qu'il y a une pertinence d'avoir des retards plus élevés parce que ça nous aide à connaître, à bien capter la dynamique de court terme entre les variables. Et si on prend un retard plus bas, on ne va pas capter toute la richesse et la complexité de ces relations de court terme entre les variables. Là, par exemple, vous avez la variable différence des rendements retardés de 3 périodes, et là, au T-stat, elle est significative à 10%. Et donc, on voit bien qu'il peut expliquer le comportement des rendements à 10 ans, du taux à 10 ans. Le taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, au fait, pourquoi on analyse la dynamique de court terme? Parce qu'il va nous servir de base à effectuer le test de causalité au sens de Granger. Je répète, quelle est l'utilité de l'analyse de la dynamique de court terme? L'analyse de la dynamique de court terme, c'est le fondement du modèle
du modèle vecteur autorégressif et c'est dans le cadre du modèle vecteur autorégressif qu'on effectue le test de causalité de Granger. Et bien, effectivement, on a effectué le test de causalité au sens de Granger entre les trois variables. Et donc, on vient ici, sur la base des probabilités, on voit bien qu'ici, il y a une causalité qui va du taux d'intérêt à 10 ans vers les rendements. Et ici, il y a une causalité qui va du prix vers le taux d'intérêt. Par contre, il n'y a aucune relation directe, si on veut dire, une relation de causalité au sens de Granger. Il n'y a pas de causalité entre les rendements des S&P 500 et entre le S&P 500. Ça veut dire que ça passe toujours par le canal du taux d'intérêt. Et je répète que la causalité de Granger, c'est d'abord la connaissance de l'information passée d'une variable va améliorer la prévision d'une autre variable. Je répète, la causalité de Granger, par exemple ici, la connaissance de l'information passée du taux d'intérêt à 10 ans va nous permettre d'améliorer la prévision des rendements des S&P. Comme ici, la connaissance des valeurs passées de la variation de la cotation des S&P 500 va nous permettre d'améliorer la prévision de la variation du taux d'intérêt. Très bien. Et donc, pour conclure, il faut absolument analyser les résidus pour évaluer la validité de notre modèle. Comme dans toutes les estimations, il faut impérativement que les résidus soient bruit-blanc. Ça veut dire qu'il faut absence d'autocorrélation, homocidasticité et normalité. Donc, je commencerai par tester l'absence d'autocorrélation. Et donc, ici, juste une remarque, comme nous avons choisi le retard 3, il faut au moins jusqu'au retard 4, il faut qu'il y ait absence d'autocorrélation. Ça veut dire qu'il faut prendre le retard et rajouter un retard supplémentaire pour tester l'autocorrélation. Ici, l'hypothèse nulle, c'est absence d'autocorrélation. Et donc, vous voyez ici que les probabilités correspondantes sont toutes supérieures à 0,05. Et donc, on peut dire il y a absence de l'autocorrélation des résidus entre les variables. D'accord? Dans une deuxième étape, on va analyser la normalité. Et donc, on voit bien ici que le Jacques-Bérat, que ce soit pour les trois composantes ou pour toutes les composantes, nous montre qu'il y a des probabilités qui sont nulles. Ça veut dire au fait que l'hypothèse nulle ne peut pas être acceptée. L'hypothèse nulle selon laquelle les résidus sont distribués selon la loi normale. Et donc, comme je vous dis la séance précédente, la normalité est toujours de nature asymptotique. Donc, il ne faut pas être très ambitieux pour montrer la normalité. En particulier, nous sommes sur un échantillon de 200 et quelques données. Donc, la normalité asymptotique, ça veut dire qu'il faut un échantillon de données extrêmement élevé. Et encore, parce que je rappelle que nous sommes dans le cadre de séries financières et qui sont caractérisées par un skewness négatif et par un kurtosis supérieur à 3. Donc, vraiment, là où il ne faut pas chercher la normalité, c'est là où on parle de séries financières, en particulier le S&P et le S&P 500. Ensuite, le dernier test est relatif à l'hétérocidasticité. Et donc, on voit bien ici que comment dirais-je, la probabilité égale à 0, ça veut dire H0, homocidasticité des résidus est rejetée. Et donc, pour conclure, il y a absence d'autocorrélation, mais il y a présence d'une hétérocidasticité et les résidus ne sont pas distribués sur la loi normale. D'accord? Et donc, au fait, c'est le résultat. Et donc, dans la continuité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un modèle qui va venir se rajouter au modèle qu'on vient d'estimer pour capter cette hétérocidasticité. Et donc, je parle en particulier du modèle Garch multivarié que nous allons voir prochainement. Et donc, au fait, pour conclure, je dirais que la rupture structurelle
de 2008 nous a incité à travailler sur des sous-échantillons pour analyser la relation de long terme entre l'indice S&P 500, ses rendements et ses rendements et le taux d'intérêt américain à 10 ans. Et donc, on a travaillé sur un échantillon plus réduit qui prend fin en 2007. Et nous avons choisi comme modèle pour effectuer le test de Johansson, nous avons choisi le modèle 4, qui est le modèle où il y a à la fois une tendance linéaire dans les données et il y a une tendance linéaire dans la relation de co-intégration. Et nous avons dit que ce modèle 4 nous donne une grande flexibilité puisqu'il nous autorise, il permet de modéliser la relation de co-intégration même lorsqu'il y a une série temporelle qui participe, qui fait partie du système qu'on analyse, qui est de nature TS, ça veut dire stationnaire autour d'une tendance. Et dans notre cas, c'était la série temporelle des taux d'intérêt à 10 ans, parce que comme on a dit, on est sur une tendance baissière depuis des années. On est aux alentours actuellement de 1. Et donc, en fait, ça ne peut être qu'une série temporelle TS. Et donc, lorsqu'on a analysé, on a pu mettre en évidence la présence de deux relations de co-intégration. Et donc, il y a une relation de co-intégration d'un côté entre le taux d'intérêt à 10 ans et le S&P 500. D'accord? Il y a la relation entre le taux d'intérêt et les rendements. Et d'ailleurs, si on veut expliquer ces deux relations de co-intégration, on peut l'expliquer par la théorie économique, quoi. Donc, par exemple, quel est le lien entre comment dirais-je, entre l'indice S&P 500 et le taux d'intérêt à 10 ans? C'est ce que les économistes appellent the flight to quality. Alors, le flight to quality, ça veut dire au fait, lorsqu'il y a des incertitudes économiques, lorsqu'il y a une incertitude sur les perspectives futures de l'économie, ben, les agents, soit ils vont acheter de l'or, qui est une valeur refuge, soit ils vont aller vers le marché obligataire, parce qu'au moins, sur le marché obligataire, il n'y a pas de risque de perte en capital, parce que vous êtes une obligation, c'est un titre de dette, ce n'est pas un titre de propriété. Et donc, parfois, les gens, ils vont couper leur position sur le marché d'actions, ils vont vendre leur portefeuille sur le marché des actions, ils vont tout investir sur le marché obligataire. Et donc, lorsque vous commencez à acheter les obligations, plus vous achetez, plus leur prix va augmenter et donc le taux d'intérêt, il va baisser. Et donc, c'est ce qui explique la relation négative entre le taux d'intérêt et entre le prix des actifs. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle the flight to quality. OK? Alors, la première relation de co-intégration qui va lier les rendements de l'indice S&P 500 et le taux d'intérêt, tout simplement, l'un des modèles centraux en finance, c'est le discounted cash flow model. C'est que lorsque vous voulez chercher comment dirais-je, lorsque vous voulez valoriser une entreprise, vous allez voir tous les cash flows qu'il va générer, mais vous allez actualiser par le taux d'intérêt. Et donc, le taux d'intérêt va avoir une influence sur le prix. Et donc, comme il a une influence sur le prix, il va avoir une relation avec les rentabilités, quoi, avec les rentabilités. Et donc, en fait, la rentabilité, parce que n'oubliez pas que le taux d'intérêt, c'est le marché obligataire et les rendements, c'est le marché action. Et donc, c'est logique que comme on a une dynamique de flight to quality et comme les taux d'intérêt rentrent dans les modèles pour valoriser les actions, c'est logique qu'il y ait un lien de long terme entre le rendement des actions et entre le taux d'intérêt qui est le taux de coupon, qui est la rémunération du marché obligataire. Et donc, pour conclure, je dirais que l'avantage du test de Johansson,
par rapport au test d'Engel-Granger, c'est qu'il nous donne de grandes possibilités pour capter les relations de co-intégration de long terme et d'équilibre qui peuvent exister entre plusieurs variables. Donc là, on a travaillé sur 3 variables, mais on peut encore avoir un système où on aura 4 variables, 5 variables. Et donc, comme on vient de dire, même sur 3 variables, on a pu détecter la présence de 2 relations de co-intégration. On peut très bien avoir 4 ou 5 variables. On peut analyser 2 relations, 3 relations de co-intégration. Et donc, l'avantage suprême du test de Johansson, c'est qu'il permet de détecter la présence de plusieurs relations de co-intégration. Et donc, on n'aura pas une seule relation de co-intégration, peut-être 2, peut-être 3. Et donc, on n'est pas contraint, comme dans le cadre du modèle du test de Engel-Granger, d'avoir qu'une seule relation de co-intégration, parce que si c'est le cas, on va passer à côté de plusieurs relations économiques très intéressantes entre les variables économiques, comme c'était le cas aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.